L'aventure de l'étoile de l'Ouest. Placé devant la fenêtre de l'appartement de Poirot, j'observais distraitement la rue en contrebas. Étrange, lançai-je brusquement, le souffle court. « Quoi donc, mon ami ?» demanda placidement Poirot du fond de son confortable fauteuil. « Jugez vous-même, Poirot. Une jeune femme élégamment vêtue, chapeau coquet, fourrure somptueuse, avance lentement en levant les yeux sur les maisons aux alentours. Sans le savoir, elle est pistée par 3 hommes et une autre femme. Un garçon de course vient juste se joindre au groupe et montre l'inconnu du doigt avec de grands gestes. Quel drame est en train de se nouer ? La jeune personne est-elle une malfaitrice et ses suiveurs des détectives sur le point de l'arrêter ? Ou des misérables prêts à attaquer une innocente victime ? Qu'en pense le grand détective ? Le grand détective, mon ami, choisit comme toujours le parti le plus simple. Il se lève pour se rendre compte par lui-même. Et Poirot me rejoignit à la fenêtre. Un moment plus tard, il laissa échapper un gloussement amusé. Comme d'habitude, votre romantisme marque vos observations. Cette personne est Miss Mary Marvel, l'actrice de cinéma. Elle est suivie par une troupe d'admirateurs qui l'a reconnue. Et en passant, mon cher, j'ajouterai qu'elle se rend parfaitement compte de la chose. J'éclatai de rire. Ainsi, tout s'explique. Mais vous ne marquerez aucun point, Poirot. Ce n'était que pour vous mettre à l'épreuve. En vérité, et combien de fois avez-vous vu Mary Marvel à l'écran ? Je réfléchis. Environ une 12aine de fois. Et moi, une seule. Cependant, je la reconnais et vous pas. Elle semble si différente, hasardai-je, assez mollement. Ah, espériez-vous qu'elle se promènerait dans la rue de Londres, coiffée d'un chapeau de cow-boy, ou pieds nus et les cheveux en désordre, en typique jeune fille irlandaise ? Avec vous, c'est toujours l'accessoire. Souvenez-vous de l'affaire de la danseuse Valérie Sinclair. Je haussai les épaules, légèrement vexé. Mais consolez-vous, mon ami, continua Poirot en se calmant. Tout le monde ne peut pas être comme Hercule Poirot. Je le sais bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait une aussi bonne opinion de soi, m'exclamai-je, à la fois amusé et agacé. Que voulez-vous ? Lorsque l'on est unique, on le sait, et d'autres partagent cette opinion. Même Miss Mary Marvel, si je ne me trompe. Quoi ? Sans aucun doute, elle vient ici. Qu'est-ce qui vous le fait penser ? Très simple. Cette rue n'est pas aristocratique, mon ami. Elle ne compte pas de médecins ou de dentistes en vogue, encore moins de modistes. Mais il y a un détective célèbre. Oui, mon ami, c'est ainsi. Je suis devenu à la mode, le dernier cri. On se chuchote de l'un à l'autre. Comment ? Vous avez perdu votre étui à cigarette en or ? Vous devriez aller consulter le petit Belge. Il est merveilleux, tout le monde y va, courez ! Et ils arrivent, en masse, mon ami, avec les problèmes les plus fous. Le timbre d'une sonnette résonne en bas. Que vous disais-je ? C'est Miss Marvel. Comme de coutume, Poirot avait raison. Après un court intervalle, l'actrice américaine fut introduite dans la pièce et nous nous levâmes. Mary Marvel était une des actrices les plus populaires de l'écran. Elle venait d'arriver en Angleterre, accompagnée de son mari, Gregory B. Rolfe, lui aussi acteur de cinéma. Leur mariage avait eu lieu environ une année plus tôt aux États-Unis et c'était là la première visite en Grande-Bretagne. On leur avait fait une réception grandiose. Tout le monde était prêt à raffoler de Mary Marvel, de ses vêtements merveilleux, de ses fourrures, de ses bijoux, d'un bijou surtout. Le gros diamant
dont le surnom s'accordait bien avec sa propriétaire, l'étoile de l'Ouest. Beaucoup de vrai et de faux avaient été écrits au sujet de cette fameuse pierre dont on disait qu'elle était assurée pour la somme colossale de 50 000 livres. Tous ces détails me traversèrent rapidement l'esprit, alors que je me joignais à Poirot pour accueillir notre belle cliente. Miss Marvel était petite, mince, blonde, d'apparence très jeune, avec les grands yeux innocents d'une fillette. Poirot lui avança une chaise et elle déclara tout de suite : « Vous allez probablement penser que je suis ridicule, monsieur Poirot, mais Lord Cronshaw me racontait hier la façon ingénieuse dont vous avez éclairci le mystère de la mort de son frère, et j'ai eu le sentiment qu'il me fallait recourir à votre expérience. J'ose affirmer qu'il ne s'agit en fait que d'une mauvaise plaisanterie. C'est ce que pense Grégory. Cependant, je suis terriblement inquiète. » Elle s'interrompit pour reprendre haleine. Poirot l'encouragea d'un sourire. « Poursuivez, madame. Pour le moment, je ne sais encore rien. » « Ce sont ces lettres. » Miss Marvel ouvrit son sac à main et en sortit 3 enveloppes qu'elle tendit au Belge. Il les examina minutieusement tout en remarquant : « Papier bon marché, le nom et l'adresse prudemment tapés à la machine. Voyons l'intérieur. » Il sortit le contenu de la première enveloppe et je m'approchai pour lire par-dessus son épaule. Il n'y avait qu'une seule phrase tapée, elle aussi à la machine. « Le gros diamant qui est l'œil gauche du dieu doit retourner à sa place originelle. » La seconde lettre était rédigée exactement dans les mêmes termes, mais la troisième s'avérait plus explicite. « Vous avez été prévenu, vous n'avez pas obéi. Le diamant va donc vous être enlevé. À la pleine lune, les 2 diamants qui sont l'œil gauche et l'œil droit du dieu lui seront restitués. C'est écrit. » « J'ai traité la première lettre comme une plaisanterie, » expliqua Miss Marvel. « Lorsque j'ai reçu la deuxième, j'ai commencé à être intriguée. La troisième est parvenue hier et il m'a alors semblé que l'affaire pourrait être plus sérieuse que je ne l'imaginais tout d'abord. Je vois que ces lettres ne sont pas passées par la poste ? » ?»« Non, elles ont été apportées par un Chinois. C'est ce qui m'effraie. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est à un Chinois que Grégory a acheté la pierre il y a 3 ans à San Francisco. » »« Je vois que vous êtes convaincue, madame, que le diamant en question est... » »« L'étoile de l'Ouest, c'est exact. Grégory se souvient qu'à l'époque, une histoire se rapportait à la pierre, mais le Chinois ne fournit aucune explication. Il paraissait seulement mort de peur et terriblement pressé de se débarrasser de l'objet. Il n'en demandait que la 10e de sa valeur. C'est le cadeau de mariage de mon mari. » Poirot hocha pensivement la tête. L'histoire semble d'un romantisme presque incroyable. Et cependant, qui sait ? Hastings, passez-moi mon almanach, je vous prie. Je m'exécutai. Voyons, murmura le petit homme en tournant les pages. Quelle est la date de la pleine lune ? Ah, vendredi prochain, dans 3 jours. Eh bien, madame, vous souhaitez mon avis ? Je vous le donne. Cette belle histoire peut être une mauvaise plaisanterie, mais il en est permis d'en douter. En ce cas, je vous conseille de placer ce diamant sous ma garde jusqu'après vendredi prochain. Nous pourrons prendre ensuite les mesures qu'il vous plaira. » Un léger nuage passa sur le visage de l'actrice qui répondit consternée. « J'ai peur que cela ne soit possible. » « Vous l'avez avec vous, n'est-ce pas ?» Poirot l'observait avec attention. La jeune femme hésita, puis, glissant la main dans l'ouverture de sa robe, elle tira une longue chaîne fine. Elle se pencha
et découvrit dans sa paume une pierre d'une eau admirable, merveilleusement sertie dans une couronne de platine et qui jetait 1000 feux. « Ça alors » murmura-t-il. « Vous permettez, madame ?» Il prit le bijou et l'examina avidement avant de le rendre à la jeune femme avec une légère inclinaison de la tête. Une pierre magnifique, sans le moindre défaut. Ah, et vous la portez sur vous comme ça ? Non, non. En fait, je suis très prudente, monsieur Poirot. Habituellement, elle est fermée dans ma boîte à bijoux et déposée dans le coffre de l'hôtel. Nous sommes descendus au Magnifique. Je ne la porte aujourd'hui que parce que je voulais vous la montrer. Et vous allez me la laisser, n'est-ce pas ? Vous suivrez les conseils de papa Poirot ? Il faut que je vous explique, monsieur Poirot. Vendredi prochain, nous allons à Yardley Chase pour passer quelques jours avec Lord et Lady Yardley. Ces mots éveillèrent en moi une vague réminiscence. Certains racontèrent. Quelques années plus tôt, Lord et Lady Yardley s'étaient rendus aux États-Unis et la rumeur affirmait que la vicomte y avait en quelque sorte mené la grande vie avec l'aide de quelques amis. Mais il y avait sûrement plus que cela. Quelque chose d'encore plus malveillant qui associait le nom de Lady Yardley à celui d'une vedette de l'écran lors de son passage en Californie. Cela me vint à l'esprit comme un éclair. Bien sûr, il s'agissait tout simplement de Gregory B. Rolfe. « Je vais vous confier un petit secret, monsieur Poirot, » continua Miss Marvell. « Nous sommes en train d'arranger une affaire avec Lord Yardley. Il y a des chances pour que nous tournions un film sur son domaine. »« À Yardley Chase ?» m'écriai-je intéressé. « Mais c'est un monument d'intérêt touristique. » J'imagine que c'est en effet un genre de vieillerie authentique, mais Lord Yardley demande un prix assez élevé, et je ne sais pas encore si l'affaire se fera. Cependant, Greg et moi aimons joindre l'utile à l'agréable. Je vous demande pardon si je vous parais stupide, madame. Il est certainement possible de visiter Yardley Chase sans emporter le diamant ? Le regard de Miss Marvell se durcit. Perdant son apparence enfantine, l'actrice parut soudain beaucoup plus âgée. « Je veux la porter là-bas. »« Sans aucun doute, dis-je brusquement, la collection Yardley compte des bijoux très célèbres, dont un très gros diamant, je crois. »« En effet, » répondit-elle brièvement. J'entendis Poirot grommeler sourdement. « Ah, c'est comme ça. » Puis, à voix haute, avec son inexplicable chance habituelle de faire mouche qu'il nommait pompeusement psychologie, il dit « Vous connaissez déjà Lady Yardley, ou peut-être est-ce votre mari qui la connaît ? » Greg a fait sa connaissance lorsqu'elle se trouvait dans les États-Unis de l'Ouest, il y a 3 ans. Elle hésita un moment avant de lancer d'un ton brusque. « L'un de vous a-t-il lu le magazine « Les cancans de la société » ? Nous fûmes forcés d'avouer honteusement notre ignorance. Je vous le demande parce que cette semaine, un article apparut au sujet de bijoux célèbres, et il est vraiment très curieux. Elle s'interrompit. J'allai vers la table placée à l'extrémité de la pièce et rapportai la revue en question. Elle me la prit des mains, chercha l'article, le trouva et lut à haute voix. Parmi les nombreuses pierres célèbres, on compte l'étoile de l'Est, un diamant actuellement en possession de la famille Yardley. Un ancêtre de l'actuel Lord Yardley le rapporta de Chine, et une histoire romanesque est réputée s'y attacher. La pierre aura été l'œil droit du dieu d'un temple sacré. Un autre diamant de forme et de dimension identiques aurait représenté l'œil gauche de ce même dieu, et la date de sa disparition est inconnue. Un œil du dieu ira à l'ouest et l'autre ira à l'est.
jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau et retournent triomphalement à leur place. Par une curieuse coïncidence, une pierre connue sous le nom d'étoile de l'Ouest correspond parfaitement à la description de l'étoile de l'Est. Elle est actuellement la propriété de la célèbre actrice de cinéma Miss Mary Marvel. Une comparaison entre les deux joyaux serait intéressante. La lectrice s'interrompit. « Épatant !» s'exclama Poirot. « Sans aucun doute un roman de premier ordre. Et vous n'avez pas peur, madame ? Vous ne redoutez pas de confronter deux sœurs jumelles de crainte qu'un chaînon n'apparaisse, passer muscade, les remporter à toute allure en Chine ?» Sous ce ton moqueur, je devinai une gravité voilée. « Je ne crois pas un instant que les diamants de Lady Audley vaillent le mien, » répondit la jeune femme. « En tout cas, je vais bientôt pouvoir en juger. » Je ne sais pas ce qu'aurait pu ajouter Poirot, car en ce moment la porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme superbe. De sa tête brune et bouclée, à la pointe de ses bottes vernies, il représentait le parfait héros de roman. « J'avais promis que je viendrais vous chercher, Mary, » lança Gregory Rolfe, « et me voici. » Que dit monsieur Poirot de notre petit problème ? Une mauvaise plaisanterie, comme je vous l'affirmais. Poirot sourit. L'acteur et lui formaient un contraste ridicule. « Mauvaise plaisanterie ou pas, répliqua-t-il sèchement, j'ai conseillé à madame votre épouse de ne pas emporter le diamant à Yardley Chase. » Je vous comprends, monsieur. J'ai déjà donné le même conseil à Mary. Mais voilà, elle est femme, et j'imagine qu'elle ne peut supporter l'idée qu'une autre femme l'éclipse en bijoux. « Quelle absurdité, Grégory !» répondit vertement Mary Marvel, qui cependant rougit de colère. Poirot haussa les épaules. « Madame, je vous ai donné mon avis. Je ne puis rien de plus. C'est fini. » Il les raccompagna à la porte. « Ah là là !» soupira-t-il en revenant. « Histoire de femme. Le bon mari a frappé droit au but. Tout de même, il a manqué de tact. » Je lui confiai mes vagues réminiscences et il hocha vigoureusement la tête. Je m'en doutais. Cependant, il y a quelque chose de bizarre dans tout cela. Avec votre permission, mon ami, je vais prendre l'air. Je vous prie d'attendre mon retour. Je ne serai pas long. J'étais à demi assoupi lorsque la logeuse frappa à la porte et passa la tête par l'entrebâillement pour chuchoter. « C'est une autre lady qui vient voir monsieur Poirot. Je lui ai dit qu'il était sorti, mais elle préfère attendre, car elle arrive de la campagne. » « Faites-la entrer, Mrs. Murchison. Peut-être pourrais-je lui être utile. » Lorsque la personne fut introduite, mon cœur fit un bond, car je la reconnaissais. La photo de Lady Audley avait figuré trop souvent dans les journaux mondains pour qu'elle me fît inconnue. « Prenez place, Lady Audley. » Et je lui avançai un siège tout en expliquant « Mon ami Poirot est absent, mais il sera bientôt de retour. » Elle me remercia et s'assit. Un type de femme bien différent de Mary Marvel. Grande, brune, avec des yeux pétillants dans un visage pâle et fin, avec toutefois quelque chose de désenchanté dans le dessin de la bouche. J'éprouvais le désir de me montrer à la hauteur de la situation. Pourquoi pas ? En la présence de Poirot, je ressens souvent une sorte de gêne. Je ne parais pas à mon avantage. Et cependant, moi aussi, je possède sans aucun doute une certaine puissance de raisonnement. Poussé par une brusque impulsion, je me penchai vers la visiteuse et remarquai « Lady Audley, je sais pourquoi vous êtes ici. Vous avez reçu des lettres de chantage au sujet du diamant ?» Mon attaque fit son effet. Elle me contempla, la bouche ouverte, toute couleur ayant disparu de ses joues.
Vous savez, souffla-t-elle. Comment ? Je souris. Par un procédé parfaitement logique. Si Miss Marvel a reçu des lettres de menaces... Miss Marvel ? Elle est venue ici ? Aujourd'hui même. Comme je vous le disais, si en tant que détentrice de l'un des diamants jumeaux, elle a reçu des lettres de menaces mystérieuses, vous, qui possédez l'autre joyau, devez être placé dans la même situation. Vous voyez que c'est très simple. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Vous aussi, vous avez bien reçu des lettres combinatoires. Elle m'étudia un moment, semblant hésiter à m'accorder sa confiance. Puis, elle hocha la tête avec un petit sourire. En effet. Vos lettres furent-elles livrées par un Chinois, comme celles de Miss Marvel ? Non, elles arrivèrent par le courrier. Mais, dites-moi, Miss Marvel a donc subi la même épreuve ? Je lui contai les nouvelles de la matinée qu'elle écouta avec attention. Finalement, elle hocha la tête. Tout concorde, nos lettres sont identiques. Il est vrai que les miennes sont arrivées par le courrier, mais en les ouvrant, j'ai cru reconnaître un parfum imprégnant le papier, quelque chose comme de l'encens. Cela m'a poussé tout de suite à penser à l'Orient. Qu'est-ce que cela signifie à votre avis ? C'est ce que nous devrons découvrir. Vous avez les lettres avec vous ? Nous pourrons peut-être apprendre quelque chose par le tampon de la poste. Malheureusement, je les ai détruites. Vous comprenez, sur le moment, je les ai tenues pour une plaisanterie stupide. Est-il possible que quelques gangs chinois essayent de récupérer ces 2 diamants ? Cela me paraît tellement inconcevable. Nous revîmes sur les faits maintes et maintes fois, sans pour cela avancer vers la solution. Enfin, Lady Yardley se leva. Je ne pense pas qu'il me soit nécessaire d'attendre M. Poirot plus longtemps. Vous saurez lui expliquer les raisons de ma visite, n'est-ce pas ? Merci 1000 fois, monsieur. Capitaine Hastings. Oh, mais bien sûr, que je suis sotte. Vous êtes un ami de Cavendish, n'est-il pas vrai ? C'est Mary Cavendish qui m'envoie M. Poirot. Lorsque mon ami revint, je pris plaisir à lui raconter les derniers événements. Il m'interrompit par de sèches questions quant à la façon dont notre conversation s'était déroulée. Et je devinais qu'il n'était pas trop content d'avoir manqué notre dernière cliente. Pour ma part, je me plaisais à imaginer que le cher Poirot se montrait un peu jaloux. C'était presque devenu une habitude chez lui que d'amoindrir considérablement mes capacités. Et je crois qu'il se trouvait dépité de ne trouver aucun motif pour me critiquer. J'étais intérieurement assez satisfait de moi, bien qu'essayant de n'en rien montrer de peur de l'irriter. Malgré son égocentrisme, j'étais profondément attaché à mon déconcertant ami. « Bien », déclara-t-il d'un ton brusque, une étrange expression sur le visage. L'intrigue suit son cours. Passez-moi, je vous prie, le nobilaire qui se trouve sur cette étagère supérieure. Il en tourna les pages. Ah, voici. Yardley, 10e vicomte, servi en Afrique du Sud. Tout ça n'a pas d'importance. Épousa en 1907 l'honorable Maud Stopperton, 4e fille du 3e baron Cotterill, etc., etc. Descendance, 2 filles nées en 1908 et 1910. Club, résidence, voilà. Cela ne nous apprend pas grand-chose, mais demain matin, nous verrons ce lord. Comment ? Je lui ai envoyé un télégramme. Je croyais que vous vous étiez lavé les mains de l'affaire. Je n'agis pas pour Miss Marvel, puisqu'elle a refusé de se laisser guider par mes conseils. Ce que je vais faire à présent sera pour ma propre satisfaction, la satisfaction d'Hercule Poirot. Décidément, je veux jouer mon rôle dans cette histoire. Et vous envoyez un télégramme à Lord Yardley afin qu'il se précipite à Londres, simplement pour complaire à votre ambition personnelle ?
il ne sera pas enchanté. Au contraire, si je préserve son diamant de famille, il ne pourra que m'être reconnaissant. Ainsi, vous pensez qu'il y a vraiment une chance qu'il soit volé ? Presque certainement. Tout semble le prouver. Mais comment ? Poirot arrêta ma question d'un geste vague de la main. Pas maintenant, je vous prie. Ne brouillons pas notre esprit et regardez ce nobilaire. Comment l'avez-vous rangé ? Ne voyez-vous pas que les livres sont disposés par rang de taille ? De cette manière, nous avons de l'ordre de la méthode, dont, comme je vous l'ai souvent fait remarquer, Hastings. Exactement, coupai-je vivement, remettant le volume à sa place habituelle. Lord Yardley offrait l'apparence d'un sportif joyeux, au teint plutôt rouge, qui s'exprimait d'une voix forte, mais dégageait une bonhomie optimiste, palliant son manque d'esprit. Une histoire extraordinaire, monsieur Poirot, à laquelle je ne comprends rien. Il semblerait que ma femme ait reçu d'étranges missives ainsi que Miss Marvel. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Poirot lui tendit la brochure « Cancan de la société ». Tout d'abord, my lord, je vous demanderai de confirmer si cet article est exact. Le visage du père s'assombrit, alors qu'il parcourait l'article des yeux. Absurdité, bredouilla-t-il. Il n'y a jamais eu d'histoire romanesque attachée à ce diamant. Je crois savoir qu'à l'origine il est venu de l'Inde, mais je n'ai jamais eu connaissance de ce conte de dieu chinois. Cependant, la pierre est connue sous le nom d'étoile de l'Est. Et alors ? Poirot ne répondit pas directement. Je vous ai prié de venir pour vous demander de me laisser carte blanche, my lord. Si vous acceptez sans réserve, j'ai grand espoir d'éviter la catastrophe. Vous pensez donc que ces extravagances cachent vraiment quelque chose ? Me ferez-vous confiance ? Bien sûr, mais permettez-moi alors de vous poser quelques questions. Cette affaire au sujet de Yardley Chase est-elle conclue entre vous et M. Rolfe ? Oh, il vous en a donc parlé ? Non, rien n'est encore décidé. Il parut gêné, alors que son teint brique prenait une nuance plus accusée. Autant vous mettre au courant. J'ai commis pas mal de bêtises, monsieur Poirot, et je suis couvert de dettes, mais je veux me ressaisir. J'aime mes enfants et je désire arranger mes affaires afin de continuer à vivre dans ma vieille propriété. Gregory Rolfe m'offre beaucoup d'argent, assez pour me permettre de me rétablir. Cependant, j'hésite encore à accepter. Je déteste l'idée de cette foule jouant la comédie autour de Chase. Il est possible que je sois forcé d'y consentir, à moins... Il s'interrompit. Poirot leva vivement les yeux. « Vous avez une autre corde à votre arc, my lord ? Permettez-moi d'avancer une conjecture. S'agirait-il de la vente de l'étoile de l'Est ? En effet, elle est dans ma famille depuis des générations, mais n'entre cependant pas dans l'héritage. Cela dit, trouver un acheteur n'est pas facile. Hofberg, le type de Hatton Garden, est à la recherche d'un client sérieux. Encore une question, permettez. Ce plan a l'approbation de Lady Yardley ? Elle s'oppose à ce que je vende le bijou. Vous connaissez les femmes, elles préfèrent opter pour ce film tapageur. Je comprends. Poirot réfléchit un moment, puis se leva. Vous retournez directement à Yardley Chase ? Bien, mais pas un mot à quiconque. À quiconque, vous comprenez ? Mais attendez-nous ce soir, nous arriverons peu après 5 heures. D'accord, mais je ne vois pas. Cela n'a pas d'importance, répondit Poirot d'un ton léger. Vous désirez que je vous conserve votre diamant, n'est-ce pas ? Oui, mais... Alors, agissez comme je vous le dis. Triste et dérouté, le noble gentleman quitta la pièce.
Il était 5h30 lorsque nous arrivâmes à Yardley Chase et suivîmes le maître d'hôtel, plein de dignité, qui nous guida à travers le hall aux lambris anciens que réchauffait un beau feu de bois. Un touchant tableau s'offrit à nos yeux. La tête brune et fière de Lady Yardley penchée sur ses 2 fillettes blondes, et debout près d'elle, Lord Yardley qui les contemplait en souriant. « Monsieur Poirot et le capitaine Hastings », annonça le maître d'hôtel. Lady Yardley leva la tête en sursautant alors que son mari s'avançait, indécis, quêtant du regard les instructions de Poirot. Le petit homme fut à la hauteur de la situation. « Toutes mes excuses, j'enquête encore sur cette histoire se rapportant à Miss Marvell. Elle vient chez vous vendredi, je crois. Me permettez-vous une petite visite préliminaire pour m'assurer que tout est en ordre? Je voudrais aussi demander à Lady Yardley si elle se souvient des tampons que portaient les lettres qu'elle a reçues. » Lady Yardley, un peu confuse, répondit « J'ai bien peur que non. C'est une étourdie de ma part. Mais vous comprenez, je ne les prenais pas au sérieux. » « Vous restez pour la nuit ?» s'enquit Lord Yardley. « Oh ! My lord, j'ai peur de vous incommoder. Nous avons laissé nos sacs à l'auberge. » Aucune importance. Lord Yardley jouait son rôle. Nous les enverrons chercher. Aucun dérangement, je vous assure. Poirot se laissa persuader et prenant place près de Lady Yardley, il s'employa à se faire des amis des enfants. Au bout de peu de temps, ils jouaient tous ensemble et m'avaient décidé à me joindre à eux. « Madame, vous êtes une tendre mère, » remarqua Poirot, en s'inclinant galamment, alors que les enfants étaient entraînés à contre-cœur par une gouvernante sévère. Lady Yardley arrangea sa coiffure en désordre et répondit d'une voix essoufflée « Je les adore. » « Les enfants vous le rendent avec raison. » Poirot s'inclina à nouveau. Un gong résonna et nous nous levâmes pour gagner nos chambres. À ce moment, le maître d'hôtel entra, un télégramme posé sur un plateau d'argent qu'il tendit au vicomte. Ce dernier l'ouvrit après un bref mot d'excuse. Son visage se contracta et avec une exclamation d'étonnement tendit le pli à sa femme. Puis il se tourna vivement vers mon ami qui allait sortir. « Un moment, monsieur Poirot, je crois que vous devez être mis au courant. C'est Dovberg. Il pense avoir trouvé un acheteur pour les diamants, un Américain qui retourne demain aux États-Unis. Ils envoient un type ce soir pour examiner la pierre. Par Jupiter, si cependant cette affaire... » Les mots lui manquèrent. Lady Yardley s'était détournée. Elle tenait encore le télégramme en main. « Je préférais que vous ne le vendiez pas, Georges, » dit-elle d'une voix grave. « Il est dans la famille depuis si longtemps. » Elle sembla attendre une réponse qui ne vint pas. Elle haussa les épaules et ajouta « Il faut que j'aille me changer. Je suppose qu'il va me falloir étaler la marchandise. » Elle se tourna vers Poirot avec une petite grimace. « C'est l'un des plus odieux colliers qui fut dessiné. Georges m'a toujours promis de faire ressertir les pierres, mais elles attendent encore. » Elle se retira. Une demi-heure plus tard, nous étions réunis tous trois dans le grand salle à manger, attendant la maîtresse de maison. L'heure du dîner était passée de 2 minutes. Un léger froufrou nous avertit de l'arrivée de Lady Yardley qui s'encadra dans la porte. Silhouette lumineuse, drapée dans une longue robe blanche soyeuse. Autour de son cou étincelait une rivière de diamants. La jeune femme resta immobile, une main posée sur le joyau. « Contemplez l'objet du sacrifice, » lança-t-elle gaiement. Sa mauvaise humeur semblait avoir disparu.
Attendez que je donne l'éclairage central et vous pourrez vous régaler du spectacle du plus laid collier d'Angleterre. » Les interrupteurs se trouvaient dans le hall près de la porte. Alors qu'elle tendait la main pour les atteindre, l'incroyable se produisit. Les lumières s'éteignirent brusquement. La porte claqua. De l'extérieur s'éleva le cri prolongé d'une femme. « Mon Dieu !» souffla Lord Yardley. « C'est la voix de Maud. Qu'est-il arrivé ?» Nous nous élançâmes à l'aveuglette, nous heurtant dans l'obscurité. Il nous fallut plusieurs minutes pour atteindre la porte. Quel spectacle nous attendait! Lady Yardley gissait sur le sol de marbre. Inconsciente, une marque violacée autour du cou, d'où le collier avait été arraché. Alors que nous nous penchions sur la jeune femme, ne sachant pas sur le moment si elle était morte ou seulement évanouie, ses paupières s'ouvrirent et elle murmura « Le chinois, la porte de côté !» Lord Yardley se précipita vers l'issue en jurant, et je m'élançai à sa suite, le cœur battant. Encore le chinois. La porte latérale en question s'ouvrait dans un angle de mur, environ à 10 mètres de l'endroit où s'était déroulée la tragédie. En l'atteignant, je poussai un cri. Près du seuil se trouvait le collier, apparemment abandonné par le voleur, pris de panique. Tout heureux, je me penchai pour le ramasser, mais je poussai un autre cri auquel Lord Yardley fit écho. Le centre du collier était vide, l'étoile de l'Est avait disparu. « Voilà qui est net !» m'exclamai-je sourdement. « Il ne s'agit pas de voleurs ordinaires. Cette pierre était la seule qui les intéressait. » Mais comment le type s'est-il introduit ici ? Par cette porte. Impossible, elle est toujours fermée à clé. Pas à présent, voyez. Je poussai le battant et mon geste fit tomber quelque chose de léger sur le sol. C'était un morceau de soie dont le dessin ne permettait aucun doute. Il avait été arraché à un vêtement oriental. Dans sa hâte, un pan de sa robe est resté coincé. Venez vite, il n'a sûrement pas eu le temps d'aller bien loin. Nous explorâmes en vain les environs. Avantagé par l'obscurité, le voleur avait effectué une retraite facile. Nous rentrâmes à contre-cœur et Lord Yardley dépêcha un domestique pour aller quérir la police. Lady Yardley, calmée par Poirot, qui possédait comme une femme le don de réconforter, était suffisamment remise pour nous expliquer ce qui s'était passé. J'allais tourner l'interrupteur lorsqu'un homme me saisit par derrière. Il m'arracha le collier avec une telle force que je tombai au sol. Dans ma chute, je le vis disparaître par la porte latérale et compris d'après sa natte et sa robe brodée qu'il s'agissait d'un Chinois. Elle s'interrompit en frissonnant. Le maître d'hôtel reparut. Il annonça d'une voix lugubre « Un gentleman de la part de Monsieur Hofberg, my lord. Il dit que vous attendez sa visite. »« Grand Dieu !» s'écria le lord affolé. « Il va falloir que je lui explique. »« Pas ici, Mullings. Conduisez-le dans la bibliothèque. » J'entraînai Poirot à part. « Écoutez, mon vieux, ne croyez-vous pas que nous ferions mieux de rentrer à Londres ?»« Vraiment, Hastings ? Pourquoi ? » « C'est que... » Je toussai discrètement. « Les choses ne se sont pas très bien déroulées, je crois. Vous conseillez à Lord Yardley de s'en remettre à vous, que tout ira bien, et les diamants disparaissent juste sous votre nez. »« Exact, concéda-t-il, assez penaud. Cela ne semble pas avoir été un de mes triomphes les plus éclatants. » Cette façon de définir la situation me fit presque sourire. Mais je gardai mon opinion pour moi. Ainsi,
Ayant, pardonnez-moi l'expression, causé un gros gâchis, ne croyez-vous pas qu'il serait plus élégant de partir immédiatement ? Et le dîner ? Il sera sans doute excellent préparé par le chef de Lord Yardley. Oh, qu'est-ce qu'un dîner ? répliquai-je agacé. Poirot leva les yeux au ciel. Mon Dieu, dans votre pays, vous traitez la gastronomie avec une indifférence vraiment criminelle. Il y a une autre raison pour laquelle nous devrions rentrer à Londres le plus rapidement possible. Laquelle, mon ami ? L'autre diamant, celui de Miss Marvell. Eh bien, ne devinez-vous pas ? Sa stupidité insolite m'irritait au plus haut point. Qu'était devenu son esprit habituellement si prompt ? Maintenant qu'ils en possèdent un, ils vont chercher à escamoter le second. Tiens, s'écria Poirot, en reculant d'un pas et me contemplant avec admiration. Mais votre cerveau marche à merveille, mon ami. Imaginez que, sur le moment, je n'avais pas pensé à cela. Cependant, nous avons grandement le temps, car la pleine lune ne se montrera pas avant vendredi. Je hochai dubitativement la tête. L'idée de la pleine lune ne m'impressionnait pas. J'avais cependant réussi à convaincre Poirot et nous partîmes immédiatement, laissant un mot d'explication et d'excuse pour Lord Yardley. Mon intention était que nous nous rendions directement au Magnifique pour relater à Miss Marvell les derniers événements de Yardley Chase. Mais Poirot opposa son veto en affirmant que demain matin serait bien assez tôt. Je m'inclinai en rechignant. Au matin, Poirot se montra peu disposé à sortir. Je commençai à soupçonner qu'après l'échec qu'il venait d'essuyer, il lui répugnait de poursuivre l'affaire. En réponse à mes raisonnements pressants, il remarqua avec une logique sans faille qu'étant donné que les détails de l'affaire de Yardley Chase étaient dans les journaux, les Rolfe devaient en savoir aussi long que nous. J'abandonnai à contre-cœur. Les faits qui suivirent prouvèrent que mes pressentiments étaient justifiés. Vers 2 heures, le téléphone sonna et Poirot répondit. Il écouta un moment, puis, après un bref « bien, j'y serai », il raccrocha et se tourna vers moi. « Qu'en pensez-vous, mon ami ?» Il affichait un air en même temps piteux et excité. « Le diamant de Miss Marvell a été volé. »« Quoi ? Et la pleine lune alors ?» Poirot baissa la tête. « Quand cela s'est-il produit ? » ?»« Ce matin, paraît-il. »« Si seulement vous m'aviez écouté, vous voyez, j'avais raison. »« Apparemment, mon ami, répliqua Poirot, les apparences sont trompeuses, dit-on, mais dans ce cas, elles sont à votre avantage. » Alors que nous roulions rapidement vers le Magnifique, j'exposai à Poirot la véritable construction du plan mis en œuvre par les voleurs. Cette idée de pleine lune s'est affirmée ingénieuse. Le principal objectif consistait à attirer notre attention sur vendredi, afin que nous ne soyons pas sur nos gardes avant. Il est dommage que vous ne l'ayez pas deviné. « Ma foi !» répondit Poirot d'un air vague, sa nonchalance revenue après une brève éclipse. « On ne peut penser à tout. » J'éprouvais une grande pitié pour lui. Je déteste le voir échouer. « Courage, dis-je pour le consoler. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. » Au Magnifique, nous fûmes immédiatement introduits dans le bureau du gérant. Gregory Rolfe s'y trouvait avec 2 hommes de Scotland Yard et un employé qui leur faisait face. Rolfe salua notre entrée d'un signe de tête. « Nous arrivons au fond du problème, dit-il. Mais c'est presque incroyable. Comment le gars a-t-il pu montrer un pareil sang-froid ? Je n'arrive pas à comprendre. » Quelques minutes suffirent à nous mettre au courant. Monsieur Rolfe était sorti de l'hôtel à 11h15. À 11h30, un homme lui ressemblant étrangement se présenta à la réception
et demanda le coffre à bijoux dans le coffre de l'hôtel. Il signa dûment le reçu, tout en remarquant d'un air détaché : « C'est un peu différent de ma signature habituelle, mais je me suis meurtri la main en sortant du taxi. » L'employé sourit poliment en affirmant qu'il y voyait très peu de différence. L'homme rit et répliqua : « En tout cas, ne me prenez pas pour un malfaiteur. J'ai reçu des lettres de menaces d'un Chinois et le pire est que je ressemble moi-même assez à un Chinois, quelque chose dans la forme des yeux. » « Je l'ai dévisagé, » expliqua l'employé qui nous racontait l'histoire, et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Ses yeux s'allongeaient vers les tempes comme ceux d'un oriental. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. « Bon sang !» rugit Grégory Rolfe se penchant vers l'homme. « Le remarquez-vous à présent ?» L'employé le regarda et sursauta. « Oh non, monsieur !» Et, en fait, il n'y avait rien qui fût, même vaguement oriental dans le regard direct qui se posait sur nous. L'homme de Scotland Yard grommela. « Un malin ! Il a pensé que ses yeux l'impliqueraient et il a pris le taureau par les cornes pour désarmer tout soupçon. Il a dû surveiller votre sortie, monsieur, et s'assurer que vous étiez bien parti pour se présenter à la réception de l'hôtel. »« Et le coffre à bijoux ?» demandai-je. « Il a été trouvé dans un couloir de l'hôtel. Un seul manquait, l'étoile de l'Ouest. » Nous nous regardâmes, perplexes. Toute l'affaire était tellement bizarre, insolite. Poirot se leva. « Je n'ai pas été d'une grande utilité, je le crains, » remarqua-t-il avec regret. « Me serait-il permis de rencontrer Miss Marvell ?»« Elle est encore bouleversée, » protesta Rolfe. « Alors, je puis peut-être vous entretenir en privé, monsieur Rolfe ? » ?»« Certainement. » Environ 5 minutes plus tard, Poirot réapparut. « À présent, mon ami, lança-t-il gaiement, rendons-nous dans une poste. Il faut que j'envoie un télégramme. »« À qui ? » ?»« À Lord Yardley. » Il découragea toute question supplémentaire en passant son bras sous le mien et en concluant : « Mon ami, je sais exactement ce que vous ressentez au sujet de cette curieuse affaire. Je ne m'y suis pas distingué. Vous, à ma place, auriez peut-être réussi. Bien, tout est admis. Oublions cela et allons déjeuner. » Il était environ 4 heures lorsque nous revîmes chez Poirot. À notre entrée, une silhouette se découpant devant la fenêtre se leva. C'était Lord Yardley. Il paraissait décomposé et affligé. « J'ai reçu votre télégramme et suis venu directement. Savez-vous que je suis passé chez Hofberg et qui ne sait rien du type qui est venu chez moi hier soir ? Pas plus que du télégramme. Croyez-vous que... » Poirot leva la main. « Mes excuses, j'ai envoyé ce télégramme et le gentleman moi-même. »« Vous ? Mais pourquoi ? » Ma petite idée était de pousser à agir une certaine personne. Une certaine personne ? Et ma ruse a réussi. Grâce à elle, j'ai grand plaisir à vous retourner ceci, my lord. Avec un geste dramatique, il produisit un objet étincelant. L'étoile de l'Est, s'exclama Lord Yardley d'une voix entrecoupée. Mais je ne comprends plus. Aucune importance. Croyez-moi, il était nécessaire que le diamant fût volé. Je vous ai promis qu'il serait sauvé et j'ai tenu parole. Vous me permettrez de garder mon petit secret. Transmettez, je vous prie, l'assurance de mon profond respect à Lady Yardley et dites-lui à quel point je suis heureux de pouvoir lui restituer son joyau. Quel beau temps, ne trouvez-vous pas ? Bonne journée, my lord. » Souriant et babillant, l'extraordinaire petit homme escorta le visiteur jusqu'à la porte. Il revint en se frottant doucement les mains.
Poirot, dis-je, suis-je complètement idiot ? Non, 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 mon ami, mais vous êtes comme toujours plongé dans un brouillard mental. Comment avez-vous récupéré les diamants ? De Rolf. Rolf ? Mais oui, les lettres de menace, le chinois, l'article dans les cancans de la société, tout cela est né de l'esprit ingénieux de M. Rolf. Les deux diamants, supposés être si miraculeusement identiques, fadaise, ils n'existaient pas. Il n'y avait qu'un seul diamant, mon ami. À l'origine, dans la collection Yardley, il fut pendant 3 ans la possession de Rolf. Il a volé ce matin en se maquillant les yeux. Ah, il faut que je le voie dans un de ses films. Il est vraiment artiste, celui-là. Mais pourquoi irait-il voler son propre diamant ? Demandai-je, ne comprenant toujours rien. Pour diverses raisons. Premièrement, Lady Yardley commençait à devenir rétive. Lady Yardley ? Vous devez comprendre qu'en Californie, elle se trouvait assez seule. Son mari s'amusait ailleurs. Monsieur Rolf était beau et auréolé d'une touche romantique. Mais, au fond, il est très homme d'affaires, ce monsieur. Il joua le chevalier servant auprès d'elle et ensuite la fit chanter. J'ai forcé Lady Yardley à admettre la vérité l'autre soir. Elle jura qu'elle n'avait été qu'imprudence et je la crois. Mais sans aucun doute, Rolf détenait des lettres d'elle, dont le sens aurait pu facilement être interprété différemment. Atterrée par la menace d'un divorce et la perspective d'être séparée de ses enfants, elle acceptait les conditions qu'on lui imposait. Ne possédant pas de fortune personnelle, elle fut forcée de lui permettre de substituer au vrai diamant un faux. La coïncidence de la date à laquelle l'étoile de l'Ouest apparut m'intrigua dès l'abord. Ensuite, Lord Yardley se prépara à se ranger, s'assagir, d'où la menace de la vente du diamant. La substitution allait être découverte. Sans aucun doute, Lady Yardley écrivait à Rolf qui arrivait juste en Angleterre pour lui expliquer la situation. Il la rassure en promettant de tout arranger et met alors sur pied le plan d'un double vol. De cette manière, il calmait la jeune femme qui un jour ou l'autre aurait pu tout raconter à son mari, éventualité embarrassante pour notre maître chanteur. De plus, il empochera les 50 000 livres d'assurance. Vous oubliez cela, et le diamant restera en sa possession. À ce moment, j'entre en scène. L'arrivée d'un expert en diamants est annoncée. Lady Yardley, comme je m'en doutais, organise immédiatement le vol du faux diamant et s'en tire très bien. Mais Hercule Poirot ne voit que les faits. Que se passe-t-il en réalité ? La dame tourne l'interrupteur, plongeant la pièce dans l'obscurité, fait claquer la porte, jette le collier loin d'elle et crie. Dans sa chambre, quelques minutes plus tôt, elle a déjà enlevé le diamant central à l'aide d'une pince. Mais nous avons vu le collier autour de son cou ? Je vous demande pardon, mon ami. Sa main dissimulait l'endroit où le vide eût été visible. Placer un morceau de soie dans une porte est un jeu d'enfant. Naturellement, dès que Rolf apprit le vol par les journaux, il arrangea sa petite comédie, qu'il joua à la perfection. Que lui avez-vous dit lorsque vous l'avez vu en particulier ? Que Lady Yardley avait tout raconté à son mari, que je possédais les pleins pouvoirs pour récupérer les diamants et que s'il ne m'était pas remis immédiatement, un procès serait intenté. En plus de tout cela, quelques petits mensonges supplémentaires qui me vinrent à l'esprit. Il était comme de la cire entre mes mains. Je réfléchis à la question. N'est-ce pas injuste pour Miss Marvell ? Elle a perdu son diamant sans le mériter. Bah, répondit Poirot sèchement, cela lui fait une magnifique publicité. C'est tout ce qui l'intéresse, celle-là. L'autre, par contre, est très différente. Bonne mère
très femme. Oui, conclus-je mollement, ne partageant pas l'opinion de Poirot sur la féminité. Je suppose que c'est Rolfe qui lui envoya les lettres de chantage ? Pas du tout. Lady Audley vint me trouver sur le conseil de Mary Cavendish pour faire appel à mon aide et résoudre son problème. C'est alors qu'elle apprit la visite de Mary Marvell qu'elle savait être son ennemie et elle changea d'avis, sautant sur le prétexte que vous, mon ami, lui avez suggéré. Quelques questions suffisent à me démontrer que c'est vous qui lui avez parlé des lettres, pas elle. Elle saisit la chance que vous lui offriez. « Je n'en crois rien !» m'écriai-je piqué au vif. « Dommage que vous n'étudiez pas la psychologie. Cette dame vous dit que les lettres sont détruites. Oh là là, jamais une femme ne détruit une lettre si elle peut l'éviter, pas même s'il est plus prudent de s'en débarrasser. » « Tout cela est bel et bien, m'emportai-je, ma colère croissant, mais vous m'avez rendu complètement ridicule du début à la fin. C'est bien beau d'expliquer après, mais il y a des limites. Vous y preniez tant de plaisir, mon ami, je n'avais pas le courage de briser vos illusions. Vous êtes allé un peu trop loin cette fois. Mon Dieu, vous vous énervez pour un rien, Hastings. J'en ai marre. » Je sortis en claquant la porte. Poirot avait fait de moi un objet de risée. Je décidai qu'il avait besoin d'une bonne leçon. Je ne lui pardonnerai pas de sitôt.